présentation donc, du dispositif de la cellule d'appui et dans un deuxième temps du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle. Ne vous inquiétez pas, normalement vos micros sont coupés, c'est fait exprès, c'est pour que tout le monde puisse bénéficier d'une bonne qualité d'écoute sans trop de bruit périphérique. Vous avez la possibilité au fur et à mesure des thématiques abordées, surtout sur le CSP, vous verrez, on balaye tous les cas quasiment, hein. Donc n'hésitez pas au moment où la slide qui vous intéresse ou le sujet qui vous intéresse arrive, de poser effectivement vos questions donc, via le chat. Donc vous avez la possibilité de cliquer donc, sur converser et donc vous pouvez taper un message. Alors c'est vrai que ce matin, oui, vous êtes une trentaine, donc c'est vrai que ça fait beaucoup pour échanger par téléphone directement. Mais effectivement, en tout cas, le chat, ça fonctionne très bien, hein. Donc voilà pour la présentation générale. Alors donc effectivement, dans un premier temps, donc, nous allons parler de la cellule d'appui. Donc peut-être Béatrice, vous voulez faire l'introduction sur le plan grand licenciement? Tout à fait. Donc cette prestation a été mobilisée par l'État pour les salariés privés d'emploi pour motif économique de Camaïeu. Cette prestation, elle est rarement mobilisée. Elle l'est parce qu'en fait, le dossier représente une certaine envergure et que l'État souhaite que vous soyez tous accompagnés avant la rupture de votre contrat de travail par la mise en place d'une cellule qui sera pilotée, gérée et animée par les cabinets Altedia, LHH et AFPA, qui sont mis en groupement pour pouvoir répondre à Pôle emploi. Je vais vous dire comment ça marche. Et ensuite, pour ceux qui opteront après la rupture du contrat de travail, pour ceux qui opteront pour le CST, vous serez également accompagnés par le même groupement LHH-AFPA, donc groupement solidaire, qui ensemble ont répondu à un appel d'offres de Pôle emploi. C'est LHH-AFPA qui a donc été choisi en raison de la robustesse, de l'expertise, de l'expérience dans le domaine de l'accompagnement et sur votre secteur professionnel, qui a donc été choisi pour vous accompagner. Et cette prestation grand licenciement démarre dès aujourd'hui avec la mise en place de cette première réunion d'information pour vous ce matin et qui va donc durer pendant à peu près 6 semaines. Donc on est bien d'accord, c'est l'État qui met en place cette prestation. Elle est réalisée par des cabinets privés et ils vont se présenter, ils vont vous dire comment ils s'organisent pour pouvoir réaliser cet accompagnement. Ça démarre tout de suite, c'est pendant 6 semaines, ça c'est avant la rupture du contrat de travail. Et ensuite, pour ceux qui opteront, ce sera un accompagnement par le même cabinet, les mêmes référents, les mêmes consultants, pour pendant 12 mois, le temps du CSP. Je vous repasse la parole, Sandrine, vous pouvez peut-être ajouter quelque chose si j'ai oublié. Non, je vous remercie, je pense que c'est complet. Donc je pense que tout le monde a bien compris, toutes les personnes qui sont connectées avec nous ce matin, qu'effectivement, vu la situation que vous connaissez qui a malheureusement amené à cette procédure collective, la situation de l'entreprise ne permettait pas d'organiser peut-être un plan social d'une autre forme, et donc vous l'avez compris, c'est l'État dans ces cas-là qui intervient directement, qui prend la main pour pouvoir proposer aux personnes quelque chose que l'entreprise n'est plus en capacité de faire elle-même. Et donc effectivement, c'est pour ça que nous sommes avec vous ce matin pour vous présenter ce qui va être déployé. Donc dans un premier temps, vous allez avoir donc la cellule d'appui, donc ce qui s'appelle la CASP, la cellule d'appui. Pour ceux qui voient l'écran, c'est la première brique violette qui est tout en haut. Donc cette cellule d'appui, elle dure 6 semaines et elle a commencé vendredi avec les premières réunions d'information collective via Zoom, donc l'outil que vous utilisez tout de suite. Et ces informations collectives ont effectivement pour objet d'informer tout le monde concernant cette cellule et deuxièmement de pouvoir vous parler plus précisément du contrat de sécurisation professionnelle qui vous est proposé. C'est effectivement les documents que vous avez reçus dans votre notification, avec votre notification de licenciement et que vous devez, si vous souhaitez adhérer, retourner donc, au mandataire dans la période des 21 jours. Donc cette cellule d'appui a démarré vendredi, elle ira donc jusqu'au 30 octobre et donc elle doit permettre effectivement à chacun d'entre vous d'avoir toutes les informations concernant donc la rupture du contrat de travail et concernant le contrat de sécurisation professionnelle.
Je dirais également un mot tout à l'heure de toutes les premières démarches que l'on peut faire également pendant la cellule sur les actions de reclassement. Donc voilà, donc effectivement l'intervention de la LHH-AFPA a été demandée donc par la Direction générale de Pôle emploi qui elle-même est intervenue à la demande de l'État. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette prestation d'appui de 6 semaines, cette cellule d'appui? Donc, c'est un espace de conseil et d'information qui est réalisé par les consultants LHH et AFPA, donc pour des entreprises qui procèdent à des licenciements pour motifs économiques de grande envergure et a priori sur un territoire étendu, ce qui est le cas malheureusement de Camaïeu, où effectivement toutes les régions de France sont impactées. La prestation, donc comme je l'ai dit, dure 6 semaines et en raison de la situation sanitaire qui perdure malheureusement depuis plusieurs mois, il a été décidé de pouvoir continuer à vous délivrer l'ensemble des prestations par le biais de dispositifs distanciels, donc c'est-à-dire Zoom, c'est-à-dire le téléphone, c'est-à-dire le mail, Skype, Teams. On s'adapte aux outils que vous maîtrisez, il n'y a pas de souci. Sachez que c'est pas une première, malheureusement aussi, j'ai envie de dire, que l'on puisse accompagner les personnes donc en distance. Et si toutefois il y avait une nécessité impérieuse qui entraînerait la nécessité de se voir physiquement, on a la possibilité au cas par cas de pouvoir, si on a un centre à côté de votre lieu de domicile, de résidence, de vous accueillir et de vous renseigner directement. Mais effectivement, le principe, c'est qu'on se protège les uns les autres et donc on réalise la prestation plutôt à distance. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans le contenu de la prestation? Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une partie d'information sur l'ensemble des conséquences qui sont liées au contrat de travail, à la rupture du contrat de travail, comment ça marche, si on prend le CSP, si on ne le prend pas, à quel moment mon contrat de travail est rompu, quand est-ce que je vais m'inscrire ou pas chez Pôle emploi, tous ces éléments-là et quels sont les dispositifs d'accompagnement auxquels j'ai droit. On va également accompagner les personnes qui souhaitent, entre autres, monter leur dossier CSP. On peut tout à fait aider les personnes donc à réaliser ce dossier et à le compléter via le biais soit d'ateliers où on va pouvoir vous redonner les grands éléments à ne pas oublier quand vous allez compléter votre dossier, ou alors de manière individuelle, si vraiment il y avait nécessité, à regarder votre dossier directement pour qu'il soit le plus complet possible. On en redira un petit mot juste après. Ensuite, on va pouvoir vous informer et donc vous conseiller sur on va dire l'adhésion au CSP. Est-ce que c'est la bonne solution en ce qui vous concerne? Sachez qu'a priori, le CSP, c'est un super dispositif et c'est vrai que, en général, 90% des gens y adhèrent. Maintenant, il y a des cas de figure dans lesquels c'est peut-être pas la meilleure option et on est là bien évidemment pour vous informer de telle sorte à ce que vous ne fassiez pas un choix qui ne corresponde pas à vos attentes. Enfin, donc vous pouvez tout à fait réaliser les premières démarches de reclassement à l'aide d'un conseiller ou d'un consultant LHH ou AFPA. Donc peut-être certains d'entre vous ont déjà réalisé ont déjà commencé à retravailler leur CV, leur lettre de motivation, ont déjà commencé à répondre à des annonces. D'autres personnes ne savent pas du tout où elles en sont et ce qu'elles veulent faire plus tard. Donc on va aider à travailler sur le projet professionnel. Bref, tous ces éléments qui sont tournés vers l'avenir et qui concernent le projet professionnel vont pouvoir être abordés pendant la durée de la cellule. Alors c'est vrai que 6 semaines c'est court, ça passe vite. N'hésitez pas à solliciter la cellule. Vous l'avez entendu, cette cellule elle est mise à disposition. Donc dans la notion de mise à disposition, ça veut dire que vous n'avez pas de caractère, il n'y a pas de caractère obligatoire pour vous de solliciter la cellule. Vous la sollicitez si vous le souhaitez. Si vous ne la sollicitez pas d'entretien ou de participer à des ateliers, eh bien on
on n'ira pas vous le reprocher, hein. Également, ce que vous devez savoir, c'est que quelle que soit votre position par rapport au CSP, c'est-à-dire, ah ben moi je sais déjà par exemple que je vais le prendre, ou je sais déjà que je ne vais pas prendre le CSP, peu importe, vous avez droit au bénéfice de la cellule. C'est vraiment ouvert à toutes les personnes qui sont licenciées pour motif économique. Donc encore une fois, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, au moins un premier rendez-vous, participer à quelques ateliers. C'est quand même quasiment à toutes les cellules que nous organisons, on a des gens qui nous sollicitent, mais après. Donc non, après c'est fini, donc on passe à autre chose. On est dans le deuxième temps d'accompagnement dont on vous parlera juste après. Mais en tout cas, sur ce temps-là, le temps de la cellule, il est exprès limité dans le temps, parce que l'objectif c'est vraiment d'avoir un dispositif qui soit aux côtés des salariés au moment où vous êtes concerné par l'adhésion au CSP, au moment où vous recevez votre notification de licenciement. Encore une fois, il y a un temps après qui est consacré à autre chose, mais là la cellule c'est vraiment son impact, comment dire, son objectif le plus important, hein. André, il y a une question d'ordre général, c'est est-ce que les gens auront accès à la présentation par la suite? On a souvent cette question. C'est-à-dire les documents? Oui. Allez-y, Béatrice. Oui. Alors, tout ce qu'on va vous dire, aujourd'hui concernant le CSP, c'est déjà dans les documents que vous avez reçus. Vous avez reçu la notice aux salariés. Et vous pourrez avoir accès de toute façon concernant les numéros verts et autres points de contact avec l'achat, ça c'est normal. Et vous pourrez avoir un petit récapitulatif. Mais le plus important, c'est ce que vous avez dans les mains aujourd'hui et la façon dont vous pourrez contacter LHH. D'accord ? Vous voulez rajouter quelque chose, Sandrine ? Non, pas particulièrement. En fait, c'est vrai que ce qu'on va expliquer là aujourd'hui, c'est vraiment une autre façon, en tout cas sur la partie CSP qui souvent inquiète, et c'est bien normal parce que c'est un petit peu, ça peut paraître un peu complexe au début. Au final, ça n'est que ce que vous avez reçu, mais c'est dit autrement. Voilà, tout simplement. C'est expliqué de façon me semble-t-il, plus simple, en tout cas je l'espère, parce que c'est le but quand même de notre intervention. Et en tout cas, dès que vous contacterez le numéro vert, on pourra effectivement vous donner des précisions si besoin, ou on posera la question à Pôle emploi sur des précisions qui pourraient être un petit peu plus techniques. Hein, mais grosso modo, voilà, c'est vraiment le contenu de ce que vous avez déjà reçu effectivement à votre domicile. Alors ensuite... Donc l'intervention effectivement se réalise du lundi au vendredi. Vous avez la possibilité donc de prendre des rendez-vous avec vos consultants LHH et AFPA qui s'occupent donc de cette cellule, donc en appelant le numéro vert si tant est qu'il veuille bien fonctionner. Mais ça doit être une petite bricole ce matin là, à l'ouverture, mais on va vérifier ça. Donc le numéro vert donc à partir de 9h jusqu'à 12h30 et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi. Et effectivement, on va vous redemander, c'est bien normal, hein, votre nom, votre prénom. Oula, excusez-moi, alors attendez, je vais couper les micros, parce que là, on entend du bruit, et ça peut être désagréable. Hop. Voilà, je crois que j'ai laissé personne. Excusez-moi. Donc je disais, effectivement... que vous avez la possibilité donc de prendre un rendez-vous ou de vous inscrire aux ateliers en téléphonant au numéro vert qui est un numéro gratuit. Donc ça se décompte ni de votre forfait ni de votre abonnement téléphonique. Ce qui est dit avec le consultant est dit de façon, est couvert par le sceau de la confidentialité et de la discrétion. Nous, on ne va pas répéter à qui que ce soit ce qui est dit pendant les entretiens, ni à Camailleux, ni aux représentants, aux mandataires ou autres, ni à Pôle emploi. Ce sont des choses qui sont confidentielles. Donc, c'est vrai qu'aussi les consultants peuvent être là pour vous écouter si vous avez besoin aussi un petit peu de parler. Donc, n'hésitez pas. Vous ne prenez pas de risque, sachez qu'on est très, très exigeant sur ce sujet-là.
Alors, je vous ai parlé un petit peu des ateliers. Donc, effectivement, l'un des ateliers qu'on vous propose vraiment de réaliser, c'est celui qui s'appelle Complétude du dossier CSP. Pour ceux qui on voit l'écran, c'est le premier atelier qui est en haut. Alors, qu'est-ce que c'est que cet atelier? C'est quelque chose d'assez pragmatique, hein. C'est pas, vous allez voir, c'est vraiment pratico-pratique. C'est l'objectif, c'est de revoir avec vous et de rebalayer avec un groupe de personnes les documents du CSP et bien réexpliquer quelles sont les cases à cocher, quels sont les endroits où il faut pas oublier de mettre sa signature, bien vérifier ce qu'on a écrit et bien comprendre ce qu'il y a derrière chaque question. Et puis vous rappeler également les règles de base pour que votre dossier soit complet. C'est-à-dire, qu'est-ce que je mets comme RIB, à quoi il ressemble, est-ce que je peux le mettre un RIB où il n'y a pas mon nom de famille? Donc la réponse est non. Est-ce que voilà, autre chose également qu'on pourra vous dire, c'est par exemple, vous faites la photocopie de votre carte vitale, elle est verte, la photocopie est toute noire, on ne peut pas lire le numéro. Et bien une fois que le dossier arrive chez Pôle emploi, il va être mis de côté parce qu'on ne pourra pas saisir votre dossier. Donc en fait, c'est vraiment un atelier trucs et astuces pour vraiment revoir avec vous, rebalayer tout le dossier pour être sûr qu'il soit qu'il soit bien complété et complet, hein, avec tous les éléments, de telle sorte qu'une fois que le dossier fasse son cheminement jusqu'à chez Pôle emploi, qui met entre un mois et demi, hein, donc vous voyez, ça prend du temps, et bien une fois qu'au moment où Pôle emploi a le dossier dans les mains pour pouvoir l'enregistrer, sachant que contrairement à ce qu'on croit, c'est pas Pôle emploi qui met du temps, ils sont très rapides, mais en revanche, si le dossier n'est pas complet, il n'est pas complet. Et là, du coup, ça s'arrête et il faut vous demander des pièces complémentaires ou des précisions. Et en fait, tant que votre dossier n'est pas complété, vous ne touchez pas votre allocation. Donc, l'objectif pour vous et pour nous, c'est que votre dossier soit le plus nickel possible. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette espèce de petit atelier pratico-pratique pour revoir les points importants sur le dossier CSP. Ensuite, dans les autres ateliers que l'on propose, eh bien vous verrez, on a des thématiques qui tournent autour du projet professionnel. Qu'est-ce que je vais faire demain? Quel métier je vais occuper? Est-ce que je reprends le même métier dans un domaine différent ou l'inverse? Est-ce que je reste dans ce domaine-là mais que je fais autre chose? Est-ce que je me lance peut-être dans la création ou reprise d'entreprise? Est-ce que je change complètement de métier et du coup il faut que je fasse de la formation peut-être? Comment je cherche de la formation? Comment ça marche? Comment est-ce que je peux aussi, donc si je me mets dans l'idée de rechercher rapidement un emploi, vérifier que mes outils de communication sont adaptés? Comment je parle de mon expérience professionnelle? Voilà, donc tous les sujets qui sont liés à la recherche d'emploi et aux techniques de recherche d'emploi. On peut, si vous le voulez également, vous proposer des entretiens de recrutement. Hein, certains d'entre vous sont peut-être déjà avancés dans leur retour à l'emploi et ont peut-être des entretiens de recrutement prévus dans les jours qui viennent. Et donc, c'est peut-être pas mal de se faire un petit entraînement et de pouvoir se dire clairement ce qu'on a dit, ce qu'on a bien dit, ce qu'on pourrait dire mieux et ainsi de suite. Et puis on a également, donc comme je le disais, des ateliers sur la création reprise d'entreprise. Alors vous allez dire, bah oui, c'est bien sympa tout ça, mais c'est quand et comment je peux savoir la liste des ateliers? Pour cela, il vous suffit d'écrire sur une adresse mail qui ne sert qu'à ça, qui s'appelle planning@lhh.com. Je répète, planning@lhh.com. Derrière cette adresse-là, il n'y a personne. C'est une boîte vide, entre guillemets, hein, je vous le dis, donc n'écrivez pas, ne demandez pas des choses à cette boîte mail, il n'y a personne derrière. En fait, elle sert simplement à répondre, pour ceux qui maîtrisent un petit peu Outlook, en fait, on a pris une adresse mail et on a mis un agent d'absence. Et en fait, cet agent répond à tous les gens qui lui écrivent, et en fait, dans le message qu'il vous renvoie, il y a la liste de tous les ateliers avec la date et l'heure. Et donc comme ça, vous pouvez regarder ce qui vous intéresse et là, vous appelez le numéro vert pour vous inscrire. Hein, donc encore une fois, il n'y a personne derrière cette adresse-là, donc ne lui dites pas, bah tiens, je suis intéressé par l'atelier CV, parce que personne ne va lire votre message. Elle ne sert qu'à vous renvoyer la liste actualisée avec l'heure et la date de l'atelier qui est prévu. Voilà, voilà. Alors, donc le fameux numéro vert qui semble être en panne ce matin, donc c'est le 08 00 00
30 29, je répète, 08 00 00 30 29. Donc, il est ouvert normalement à compter de ce matin. Donc, vous pouvez effectivement, normalement, en téléphonant, prendre un rendez-vous avec un consultant ou donc vous inscrire sur un atelier. C'est tout simple. Donc, je vois qu'il y a un message. Je vais regarder tout de suite. Oui, voilà, c'est Patrice qui a remis, merci Patrice, le numéro sur le chat. Donc voilà. Et puis, donc on a également créé une adresse mail, là pour le coup, sur laquelle vous pouvez écrire, qui s'appelle cellule.camailleux@lhh.com. Je répète, cellule.camailleux@lhh.com. Cette adresse mail vous sert à nous poser des questions techniques ou éventuellement nous signaler, par exemple, comme il y a peut-être des gens qui ont écrit ce matin en disant « Oh, le numéro vert ne fonctionne pas ». Eh bien écoutez, oui, ça peut servir à ça, par exemple. En tout état de cause, on vous demande réellement de ne pas faire de demande de rendez-vous sur cette adresse mail. Pourquoi ? Parce que les gens qui répondent sur cette adresse mail, c'est moi, par exemple. Donc moi, je suis Sandrine et je ne travaille pas au numéro vert, donc je n'ai pas accès aux outils du numéro vert. Donc je suis en général assez embêtée pour répondre aux demandes de rendez-vous. Donc pas de demande de rendez-vous d'inscription sur la boîte mail. La boîte mail, elle sert vraiment à poser des questions techniques. Donc on va les voir juste après sur le CSP. Donc vous allez voir qu'il y a plein de questions auxquelles on va répondre au fur et à mesure de la présentation. Néanmoins, il y a vraiment des cas particuliers et du coup, les gens peuvent dire, voilà, moi je suis madame ou monsieur un tel, je suis dans telle situation, est-ce que je peux ou pas prendre le CSP, sachant que, et on nous détaille effectivement tous les éléments et du coup, on peut vous apporter une réponse plus précise vraiment sur ces aspects très techniques. Donc voilà. Sinon, on vous invite quand même de façon générale à vraiment prendre un rendez-vous avec un consultant auprès du numéro vert. Donc encore une fois, quand vous appelez au numéro vert, vous tombez sur des assistantes. Ce ne sont pas des consultants qui décrochent. Donc ils sont vraiment là pour vous inscrire, donc soit sur des rendez-vous, soit sur des ateliers. Mais n'hésitez pas, les entretiens peuvent être très rapides. Et des fois, il y a des gens qui disent « Non, mais moi, c'est bon, j'ai besoin de 10 minutes, c'est tout. » Ça peut être 10 minutes si vous voulez, c'est pas un souci. On ne veut pas forcer les gens et on ne veut pas sembler être une contrainte supplémentaire. Nous, on est là que pour faciliter les choses et pour être à votre écoute si vous avez besoin de nous. Et puis après, vous avez des personnes qui souhaitent effectivement plusieurs rendez-vous pour parler de tel sujet ou de tel autre. Et bien, il n'y a pas de souci, on est là pour ça et on donnera autant de rendez-vous que nécessaire. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas limité non plus. Tiens, je voudrais bien faire 5 ateliers et 3 rendez-vous. Eh bien, bienvenue, il n'y a pas de souci. On s'organisera pour que ça soit possible pour vous. Donc vraiment. Voilà, j'en ai fini de la présentation donc, de la cellule d'appui. Donc n'oubliez pas, ça a commencé vendredi avec les premières réunions d'information collective et ça ira jusqu'au 30 octobre. Donc au 30 octobre, on ferme le numéro vert, on ferme l'adresse mail, pas toujours, mais on la laisse souvent continuer. Mais effectivement, l'objectif, c'est vraiment de la cellule, c'est d'accompagner les personnes au moment où elles sont licenciées. Après, il y a autre chose, et on va en parler maintenant avec Béatrice, mais en tout cas, le but de la cellule, c'est vraiment ça. Voilà. Est-ce que je n'ai pas vu d'autres questions sur le chat? Est-ce qu'il y a d'autres questions, des éléments sur la cellule? Il n'y a pas d'autres questions, mais ça va venir avec Béatrice sur la partie un peu plus technique. J'ai rien oublié, Patrice? Non, c'est très bien. Bon. Ok, écoutez, je passe la parole à Béatrice Pestoni de la Direction Générale de Pôle Emploi pour la présentation du CSP. Vous pouvez poser toutes vos questions en fonction de la thématique qui est abordée et vous allez voir, elles sont nombreuses. Donc voilà, normalement on va répondre à de nombreuses questions avec cette présentation. Je vous passe la parole, Béatrice. Bon, merci. Alors, on est bien d'accord, vous posez les questions sur le chat, vous avez bien compris et vous avez bien entendu que vous êtes accompagné, qu'il faut absolument profiter de cet espace qui vous est alloué, qui vous est donné pour pouvoir d'abord, si vous le souhaitez, remplir votre dossier CSP. C'est un peu long, c'est pas très compliqué, mais c'est vrai que pour renseigner les éléments qui vous sont demandés, pour pouvoir bénéficier de l'allocation, il faut essayer de rendre un document qui soit sans rature et surtout ne pas oublier les pièces justificatives qui vont avec votre dossier. Alors, donc vous avez tout le temps de la cellule pour vous faire aider sur cet aspect et surtout, si vous avez déjà des projets,
de création d'entreprise, de formation, c'est aussi le moment d'en parler de façon à ce que vous puissiez avoir les meilleures options en main et d'être prêt au moment venu. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaille à la Direction Générale de Pôle Emploi. Je vais vous présenter le CSP, Contrat de sécurisation professionnelle, c'est comme ça qu'on va l'appeler ce matin, CSP. Et par opposition, je vous dirais chômage classique, c'est quand vous vous inscrivez comme demandeur d'emploi, de façon classique. D'accord ? Donc le CSP, c'est un dispositif particulier et il repose avant tout sur deux choses. Un accompagnement renforcé et personnalisé pendant 12 mois. D'accord ? Donc c'est bien une période de 12 mois qui va commencer dès que vous aurez choisi le CSP. Je vais vous dire comment. Donc 12 mois pendant lesquels vous pourrez faire une formation ou reprendre un emploi court, d'accord, et revenir. Le but, c'est que vous soyez accompagné de façon personnalisée et renforcée par un consultant de LHH ou AFPA, d'accord. Et pendant cet accompagnement, vous bénéficiez, si vous avez au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, d'une allocation à hauteur de 75%. Je pense que c'est la majorité d'entre vous qui êtes aujourd'hui autour de cette table virtuelle. Donc, je répète, pour plus d'un an d'ancienneté, pour ceux qui ont plus d'un an d'ancienneté, au moment de la rupture du contrat de travail, votre allocation s'élèvera à 75% de votre salaire journalier de référence, ce qui est à peu près un net. Pour ceux qui n'ont pas un an d'ancienneté, l'allocation, vous pouvez adhérer au CSP, mais votre allocation à ce moment-là, elle n'est que de 57%. On va y revenir. Donc le CSP, c'est quoi ? C'est un accompagnement renforcé pendant 12 mois avec des spécialistes, cabinet privé, et d'un autre côté, une allocation supérieure à celle du chômage classique. On peut tourner. Je reviendrai sur les cas d'allongement plus tard. Voilà. Merci, Sandrine. Donc, pour adhérer au CSP, il faut d'abord être en CDI. Le CSP n'est proposé que pour les personnes licenciées pour motif économique et qui peut être licencié quelqu'un qui est en CDI. Un CDD, c'est une fin de contrat classique. Donc, vous êtes bien en CDI. Vous ne pouvez pas avoir atteint l'âge légal de la retraite avec un départ et tous les trimestres requis pour une retraite à taux plein, que ce soit de façon normale ou pour retraite anticipée, soit pour carrière longue, soit lié au titre ou au statut de travailleur handicapé ou pour incapacité permanente. Et enfin, il faut résider en France. Si vous partez ou si vous avez décidé de partir au bout du monde, le CSP, c'est pas la peine de le prendre. J'en profite pour ajouter que si vous étiez à mi-temps chez Camaïeu et vous exerciez un autre mi-temps ailleurs, vous conservez le bénéfice du travail de l'autre mi-temps et que vous pouvez cumuler avec l'allocation CSP. Voilà. Pour ceux qui acceptent le CSP, à l'issue du délai de réflexion, et on va voir ça tout de suite après, à l'issue du délai de réflexion, à la fin du délai de réflexion, vous n'effectuez pas votre préavis, d'accord ? Vous ne l'effectuez pas, vous rentrez directement en CSP. Par contre, pour ceux qui ont plus d'un an d'ancienneté, votre préavis, vous ne l'effectuez pas, vous ne travaillez pas, donc vous ne le percevez pas. L'indemnité compensatrice de préavis est versée dans la limite de 3 mois à Pôle emploi pour financer votre accompagnement. Toute période de préavis qui serait au-delà de 3 mois vous reste acquise. Donc, si vous aviez 2 mois de préavis, c'est 2 mois pour Pôle emploi. 3 mois de préavis, c'est 3 mois. Mais si vous aviez 6 mois de préavis, eh bien vous versez 3 mois de préavis à Pôle emploi. Les autres 3 mois vous restent acquis. Ça, c'est pour les plus d'un an d'ancienneté. Et pour les moins d'un an d'ancienneté, vous n'effectuez pas votre préavis, c'est la condition du CSP. Par contre, vous conservez votre indemnité compensatrice de préavis. Donc, on répète, il y a 2 catégories de CSP, 2 catégories d'allocations, si vous voulez. Il y a les plus d'un an d'ancienneté, c'est 75% du salaire journalier de référence, c'est important, mais vous ne percevez pas votre indemnité de préavis dans la limite de 3 mois. Pour les moins d'un an d'ancienneté, votre allocation n'est que de 57%, mais vous conservez bien votre indemnité compensatrice de préavis. On est d'accord ? Donc les 75 et les 57, ok ? 75, pas de préavis et vous n'effectuez pas votre préavis et vous le versez, je le répète, dans la limite de 3 mois. Pour les 57, ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture, vous percevez une allocation à hauteur de 57% et vous conservez votre indemnité de préavis. Si ce n'est pas clair, je reviendrai.
Par contre, comme je le disais tout à l'heure, vous n'effectuez pas votre préavis, vous n'avez donc pas de délai, vous rentrez immédiatement en CSP, en contrat de sécurisation professionnelle, et votre allocation démarre immédiatement. On peut tourner, Sandrine, merci. Merci. Comment ça se passe? Vous avez tous reçu votre enveloppe qui contient votre notification, de licenciement, avec les documents du CSP. D'accord? Vous avez aussi reçu le flyer pour vous connecter à cette réunion, par exemple. Donc, dans votre enveloppe, vous avez plusieurs choses. Donc, à partir du moment où vous avez reçu cette enveloppe qui contient ces documents, on considère que vous êtes en délai de réflexion. J'imagine que vous l'avez tous eu. On compte, à partir de la réception de cette enveloppe, un délai de 21 jours. D'accord? Pendant ce délai, vous pouvez opter pour le CSP. Vous avez droit d'opter tout de suite, si vous êtes sûr de votre coût, d'accord? Si vous êtes sûr que vous voulez le CSP, vous pouvez renvoyer vos documents tout de suite, ou vous pouvez attendre jusqu'au 21e jour. Toujours est-il que si vous choisissez le CSP, au 21e jour, à la fin du 21e jour, si vous choisissez le CSP, votre contrat est rompu, et dès le lendemain, vous êtes en CSP. Je répète, si vous choisissez le CSP, d'accord, vous avez 21 jours pour le faire, donc vous avez probablement reçu votre document la semaine dernière, d'accord, les documents à peu près la semaine dernière, autour du 14-15, c'est ce que nous disaient vos collègues, 14, 15, 16, 17. Donc vous comptez 21 jours à compter du lendemain de la réception, d'accord, et pour beaucoup d'entre vous, on avait calculé la semaine dernière, Sandrine, je parle sous votre contrôle, on était autour du 5 ou 6 octobre, je crois que c'est ça. Donc, pendant cette période, vous avez le bénéfice des services de la cellule d'appui pour vous décider et pour vous aider à réfléchir et pour vous aider à mieux vous orienter parce que financièrement, ça peut être un avantage ou pas. Et on va vous dire comment et pourquoi. Donc, on est bien d'accord, vous avez reçu les documents. Si vous optez, il faut le dire. Et comment le dire? Il faut renseigner donc le bulletin d'acceptation et la demande d'allocation et vous renvoyer tout à votre employeur. Attention, on est en CSP, donc c'est sur des documents papier, vous les avez reçus par la poste, il faudra les renvoyer par la poste. C'est mieux en recommandé, d'accord, à votre employeur. À partir de là, l'employeur, lui, rajoutera l'attestation employeur. On nous a prévenu que vous aviez aussi l'attestation employeur, mais comme son nom l'indique, c'est à l'employeur de le remplir et pas à vous, d'accord? Donc vous lui renvoyez tout ça. Lui, l'employeur, renseigne l'attestation et nous le renvoie à nous, Pôle emploi. Donc tout se fait en papier. Donc si vous optez pour le CSP, vous ne remplissez pas, vous n'allez pas sur pôle emploi.fr, vous renseignez le dossier, vous le renvoyez à votre employeur nous l'envoie à nous, on lui donnera les adresses, il sait, en coulisses, on s'organise, et à partir de là, à peu près 15 jours ou 3 semaines après le 21e jour, vous serez convoqué par Pôle emploi, on espère même avant, si c'est possible, de façon à ce que vous rentriez en accompagnement le plus vite possible. Et à partir de là, si vous avez opté pour le CSP, vous serez également accompagné par les consultants de LHH AFPA. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder s'il y a... Il n'y a pas de questions sur le chat. Il n'y a pas de questions, ok. Donc on est bien d'accord, hein, vous avez reçu les documents. Si vous optez pour le CSP, il faut les renseigner, il faut les signer, il faut envoyer les pièces justificatives. Vous avez 21 jours pour le faire, vous avez jusqu'au 21e jour, hein, minuit, cachet de la poste faisant foi. Et dès le lendemain, si vous avez opté au CSP, vous êtes adhérent au contrat de sécurisation professionnelle, stagiaire de la formation professionnelle, et votre allocation démarre le lendemain. J'explique qu'il faut bien un délai de 15 jours, 3 semaines. Pourquoi? Parce que l'employeur va attendre que si vous décidez le 21e jour, je vous l'ai dit, vous avez jusqu'à minuit pour le faire. Eh bien, l'employeur va attendre l'acheminement postal pour être sûr d'avoir bien tous les dossiers en main du CSP et nous prévenir, nous, Pôle emploi. D'accord? Donc, il faut bien qu'entre le moment où vous postez le document, le moment où la poste l'achemine jusqu'à l'employeur, le moment où l'employeur, lui, tire les traits, calcule votre solde de tout compte, remplisse l'attestation employeur, nous retourne le document, vous voyez, il y a bien 15 jours, 3 semaines qui se passent. Par contre, nous, notre objectif, c'est de savoir exactement combien vous êtes et où vous êtes pour pouvoir organiser très rapidement votre accueil en CSP. Voilà comment ça marche. Il y a des questions? Pas de questions, Patrice? Non, pas de questions.
Bon, alors on va passer à la slide d'après et je vais vous expliquer... flûte, c'est bon. Pour adhérer, je vous l'ai dit, il faut le dire, il faut être précis. Parce que si vous optez pour le CSP, vous le savez, je vous l'ai dit, normalement, la plupart d'entre vous, vous avez 1 an d'ancienneté, donc vous n'allez pas percevoir le préavis. Il ne faudrait pas qu'on se trompe, donc il faut bien le dire. Donc il faut renseigner les 3 volets du bulletin d'acceptation, recto verso, il y a donc 3 signatures. Pour la demande d'allocation, c'est un double A4, recto verso, il faut le remplir, il faut le renseigner, et il faut joindre une copie de la pièce d'identité, ou titre de séjour, ou titre de séjour en vigueur. Il faut une copie. Nous ne devons donc pas demander l'attestation à notre employeur. Non, Léa, non, c'est l'employeur. Vous ne demandez rien. Alors, je vais répondre à la question de Léa tout à l'heure. Donc, vous remplissez bien le bulletin d'acceptation et la demande d'allocation. Vous joignez copie de votre pièce d'identité, copie de la carte vitale et un relevé d'identité bancaire à votre nom et vous renvoyez tout à l'employeur. Et l'employeur, lui, se charge d'éditer l'attestation employeur qui vous correspond et il l'accroche à votre dossier et il nous renvoie le tout. Comme son nom l'indique, je vous l'ai dit, ça s'appelle attestation employeur, vous n'y touchez pas, c'est pas à vous de le renseigner. Ok ? Je vais regarder, c'est parfait. Donc si vous voulez, vous lui renvoyez son document, il n'aurait pas dû vous le transmettre, mais bon, comme les kits arrivent complets, ils n'ont peut-être pas pensé à l'enlever. En tout cas, vous, si vous optez pour le CSP, vous devez remplir le bulletin d'acceptation et la demande d'allocation et renvoyer les 3 pièces justificatives qui sont la pièce d'identité, copie de la carte vitale et relevé d'identité bancaire. Ok ? Voilà. Il faudrait peut-être préciser, alors je ne sais pas si vous le faites après, je ne me rappelle plus, mais que les gens ne doivent pas aller s'inscrire chez Pôle emploi, c'est le bulletin d'acceptation qui va. Oui, merci de le préciser. Oui, souvent vous pouvez vous dire, oui, alors avec Pôle emploi, il vaut mieux sécuriser, on va envoyer le dossier d'un côté en papier, puis on va s'inscrire par Internet de l'autre côté. Surtout, ne faites pas ça. L'inscription Internet, c'est pour les demandeurs d'emploi classiques. Si vous n'optez pas pour le CSP, d'accord, il faudra attendre la fin de votre préavis. Vous vous inscrirez à Pôle emploi, d'accord, par Internet. Mais si c'est du CSP, ça reste papier pour le moment. Vous ne vous inscrivez pas sur pôle emploi.fr. D'abord parce que ça crée la pagaille dans le système d'information que nous avons. Et ensuite, Pôle emploi devra vous rappeler pour vous demander qu'est-ce que vous voulez exactement. Vous voulez vous inscrire comme demandeur d'emploi ou vous voulez vous inscrire comme adhérent au CSP. Voilà, donc je pense qu'il y a Il y a une question sur le volet 2 qui est en fait le récépissé de la réception des documents. Donc oui, il faut le renvoyer à l'employeur, comme quoi vous avez bien reçu les documents. Oui. Et ça, c'est pas la peine de l'envoyer recommandé par contre. Alors, de toute façon, si vous renvoyez le tout dans la même enveloppe, vous ne le détachez pas le volet 2. Vous le renvoyez à votre employeur accroché au volet 1. De toute façon, lui, il a besoin de prouver à Pôle emploi qu'il vous a proposé le CSP. Si vous renvoyez le document, c'est qu'il l'a fait. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir la pièce. Voilà. Oui, vous renvoyez le tout. Volet 1, volet 2, volet 3. Alors, quand vous vous inscrivez à Pôle emploi, que ce soit en CSP ou au chômage classique, de toute façon, vous avez une protection sociale. Vous avez droit à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès. Et en plus, lorsque vous entreprenez des actions qui visent à favoriser votre reclassement, vous êtes aussi couvert, accident de travail, accident de trajet. Vous validez bien 4 trimestres au titre de l'assurance vieillesse, et ça, c'est pour toute une carrière, d'accord ? C'est-à-dire que si vous êtes déjà passé par Pôle emploi, vous avez probablement déjà validé un trimestre minimum. Vous avez déjà validé probablement quelque chose. Ça dépend du temps que vous avez passé à Pôle emploi. Donc de toute façon, vous validez 4 trimestres si vous n'êtes pas passé par Pôle emploi, mais et vous verrez, tout à l'heure je vais vous l'expliquer, on prélève 3%, donc vous cotisez bien pour la retraite complémentaire. Ok ? Et vous avez droit à 35 jours de congé. Ce qui diffère par contre du chômage classique, c'est qu'avec le CSP, vous devez établir un plan de sécurisation professionnelle. Et quand on est en chômage classique, vous devez établir un PPAE, c'est-à-dire le plan personnalisé d'accès à l'emploi, d'accord ?
Ça, c'est si vous êtes en chômage classique. Si vous êtes en CSP, vous avez des obligations, tout pareil, ça s'appelle PSP, plan de sécurisation professionnelle. Ça veut dire, quand vous rentrez à Pôle emploi, que ce soit en CSP ou en chômage classique, de toute façon, à un moment donné, le but, c'est quand même d'en sortir. Donc, pour le CSP, vous devez, avec votre consultant, définir votre projet professionnel, d'accord ? À partir de là, à partir de votre projet professionnel, qui peut être de plusieurs natures, création d'entreprise, peut-être reconversion, peut-être action de formation, vous établissez votre projet et vous voyez avec votre référent quelles sont les actions à entreprendre pour le réaliser. À partir de là, c'est un document écrit, vous l'écrivez, vous vous engagez, vous signez et vous vous engager à mettre ces actions en œuvre, d'accord ? À partir de ce plan de sécurisation professionnelle, pardon, je vois ces carrés flotter sur l'écran. J'espère que ça va, Sandrine, sinon je peux en le relais pour la présentation, si vous le souhaitez. Du coup, on m'entend toujours là ? Qu'est-ce que vous voyez comme carré ? On voit des carrés bleus qui... c'est pas grave, je pense que c'est pas un souci, mais si vous le souhaitez, je peux prendre le relais sur la présentation. Donc du coup, je parlais du PSP. Donc vous vous engagez à réaliser les actions qui sont au PSP, vous pouvez le réajuster, vous pouvez dire, voilà, mon but c'est de créer une entreprise, mais au bout d'un moment vous dites, non, je vais plutôt repartir vers mon métier d'origine, donc ça vous pouvez bien évidemment le réajuster, mais en tout cas, c'est vrai que dans le contrat de sécurisation professionnelle, tout comme le chômage classique, on s'engage à mettre en œuvre des actions pour sortir et pour retrouver un emploi ou créer une entreprise. Alors, l'intérêt de la cellule d'appui, je m'ai fait une parenthèse pour la création d'entreprise, c'est que si vous avez un projet de création d'entreprise, prenez attache avec les consultants de façon à ce que vous soyez bien informés, puisque la création d'entreprise est compatible tant que vous êtes en mode projet avec le CSP. À partir du moment où vous aurez réalisé et inscrit votre entreprise au greffe, d'accord, que vous aurez un SIRET, vous devrez sortir du CSP pour pouvoir vous réinscrire comme en chômage classique pour pouvoir bénéficier de l'ARS, l'aide à la reprise ou création d'entreprise. D'accord ? Donc, je faisais une petite digression. Donc, dans le CSP, vous devez vous engager à réaliser et à élaborer votre PSP, d'accord ? Et vous vous engagez à mettre en œuvre les actions qui y seront définies. Vous ne pouvez pas refuser 2 offres raisonnables d'emploi. Vous devez répondre à toutes les convocations de Pôle emploi ou de LHH AFPA, d'accord ? Et enfin, vous devez confirmer tous les mois votre adhésion au CSP. D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'actualisation. Vous le savez, ça, la plupart d'entre vous connaissez probablement quelqu'un qui est à Pôle emploi. Tous les mois, on doit dire à Pôle emploi, je suis toujours à la recherche d'un emploi. Et n'oubliez pas cette actualisation qui se fait en général à partir du 28 du mois en cours jusqu'au 12 du mois d'après, permet à Pôle emploi de vous verser l'allocation. Si vous oubliez de confirmer ou d'actualiser votre situation, Pôle emploi ne verse pas l'allocation. Enfin, avant toute reprise d'emploi, je vous l'ai dit, pendant le CSP, vous pouvez reprendre une activité et revenir après en CSP, mais vous devez, je vais vous expliquer le mot offre raisonnable d'emploi. Il y a des périodes d'activité qui sont incompatibles avec le CSP, d'accord ? Moins de 3 jours et plus de 186 jours. C'est pour ça qu'il faut absolument que vous échangiez avant chaque reprise d'emploi avec votre référent, d'abord pour l'informer de ce que vous faites, et ensuite pour voir avec lui si c'est toujours bien compatible avec le dispositif. Patrice ou Sandrine, vous voulez rajouter quelque chose ? Pour la formation, oui. Donc, ce qu'on aime bien faire pour la formation, c'est effectivement valider correctement tous les projets. Donc, pour cela, on a des outils et on utilise des outils, des offres de services de Pôle emploi dont vous entendrez parler, qui sont des périodes de mise en situation professionnelle. C'est-à-dire que pour être sûr de ne pas engager des sous pour rien, donc on va faire une petite immersion dans une entreprise pour vérifier que vous avez la bonne représentation du métier, que c'est ce qui vous plaît, etc. Donc,
on a des petites anecdotes là-dessus, hein, donc qui sont des cas réels, qui montrent que si on ne fait pas ça, on risquerait d'engager des sous et votre temps et notre temps et le temps d'un organisme de formation pour rien, parce que ça n'aboutirait pas. Donc c'est pour ça qu'on essaie de bien poser les choses au démarrage. Un exemple un petit peu rigolo, enfin rigolo si on veut, mais qu'on cite souvent, hein, c'est une personne qui voulait faire donc ambulancier, donc ok. Son tonton devait faire ça, je crois, c'est comme ça, donc il me dit oui, moi je veux faire ça absolument. Donc ok, donc on l'envoie en immersion dans une entreprise et il s'avère que cette personne-là, dès la première journée, elle a vu d'un petit bobo, je crois, elle a vu du sang, etc. Donc elle est tombée dans les pommes, donc ou a vomi, je ne sais plus, mais bon, voilà. Donc ça veut dire qu'il n'était pas fait pour ce métier-là. Donc vous voyez, si on n'avait pas fait ces périodes de probation entre guillemets, on aurait pu se tromper et engager des frais pour rien, quoi, et du temps perdu. Voilà, c'est un petit exemple, quoi. Parfait. Oui, donc on va en reparler des mesures. En tout cas, c'est vrai que l'avantage de pouvoir bénéficier de cette cellule, pour rappel, hein, c'est que si vous avez des projets que vous avez mûris, auxquels vous pensez, et que vous souhaiteriez mettre à exécution là, pendant cette période de CSP, n'hésitez pas à en parler dès la cellule, hein, dès maintenant. Plus vous en parlez tôt, plus c'est facile et plus vous pourrez valider ou infirmer ou confirmer, hein, ces options avec les personnes qui vous accompagnent. Voilà, c'est la cellule, c'est une de ses fonctions, hein, l'anticipation des actions à venir, donc ne pas rater une opération, une entrée en formation, voilà, donc il faut essayer de les faire le plus tôt possible. Donc s'il y a déjà des choses dans les tuyaux, il faut en parler rapidement, qu'on puisse éventuellement anticiper. Donc ça c'est le maître mot. C'est ça. Donc voilà. Donc j'en ai fini pour... Alors non, je voulais expliquer les offres raisonnables d'emploi. Donc offre raisonnable d'emploi, ça veut dire en fait que vous avez déjà précisé à Pôle emploi le métier que vous recherchez. Alors on peut changer, hein, quand on est inscrit à Pôle emploi, on peut changer, si par exemple on s'inscrit et qu'on est par exemple, je vais donner un exemple, on va prendre un exemple qui n'est pas du tout dans votre domaine professionnel, comme ça ce sera plus clair. Je suis boucher, donc on va dire à Pôle emploi, je cherche un emploi de boucher. Si vous entreprenez une formation de charcutier traiteur, eh bien à un moment donné, vous déclarerez à Pôle emploi, vous cherchez un emploi de charcutier traiteur, d'accord ? Comment on va définir l'offre raisonnable d'emploi ? L'offre raisonnable d'emploi s'appuie sur 3 critères qui sont cohérents ensemble, d'accord ? Donc vous allez dire à Pôle emploi, je cherche un métier, j'ai fait ma formation, j'ai maintenant mon CAP de charcutier traiteur, je cherche un job de charcutier traiteur. J'habite à Lille et je souhaite trouver un emploi à peu près 30 km de chez moi. Donc l'offre raisonnable d'emploi va se caractériser d'abord par le métier, le bassin d'emploi et le salaire. Donc, charcutier traiteur, pour moi, l'offre raisonnable d'emploi va se définir par le métier de charcutier traiteur. Le bassin d'emploi, c'est Lille Centre, d'accord ? Et dans un rayon de 30 km, ok, pour un salaire de 1 800 € par mois. Ça, c'est les critères, hein, qui sont le métier, le bassin d'emploi et le salaire qui doivent être cohérents ensemble. On répète, charcutier traiteur, Lille, 1 800 €. Si Pôle emploi vous envoie une offre de charcutier traiteur, Marseille, 500 € mi-temps, ça ne marche pas, d'accord ? Ce n'est pas une offre raisonnable d'emploi. L'offre raisonnable d'emploi correspond à peu près, hein, voilà, si c'est 1 800 ou 1 750 ou 1 820 €, voilà, on est dans la zone du salaire demandé, d'accord ? Donc, on est bien d'accord, l'offre raisonnable d'emploi, ce sont 3 critères cohérents ensemble, métier, bassin d'emploi et salaire. Et tout ça, vous devez le dire à Pôle emploi qui a, lui, les outils pour savoir si le salaire est cohérent ou pas par rapport à la zone d'emploi. Je vais vous donner un exemple. Si vous nous dites « je cherche un métier de charcutier traiteur Lille Centre pour 25 000 € par mois »,
Pôle emploi sait qu'il ne peut pas l'enregistrer parce qu'il n'y a aucun salaire pratiqué de ce montant sur ce métier, sur cette zone d'emploi. Ok? C'est plus clair là? Qu'est-ce qu'ils nous disent là sur le chat? C'est plus clair? Ouais. Non, il n'y a pas d'autre chose. Oui, en fait, voilà, donc mais si je peux me permettre, c'est juste, les gens, je comprends bien, quand on parle d'offres raisonnables d'emploi, les gens pensent que on va leur mettre un fusil dans le dos pour prendre n'importe quoi. Donc c'est, comme vient de dire Béatrice, c'est pas du tout le cas. Avec votre consultant, vous aurez élaboré un projet, et dans ce projet-là, le PSP dont on a parlé tout à l'heure, il y aura tous ces éléments. Le périmètre de recherche, le salaire désiré, le type d'emploi recherché, etc. Si vous voulez pas faire 300 km, on vous aura pas 300 km. A contrario, si vous voulez pas faire 5 km autour de votre patelin où il n'y a pas d'emploi, ça n'ira pas non plus. Vous voyez, c'est ça le deal, mais c'est quelque chose de construit, il n'y a pas de contrainte majeure. C'est pour votre bien. Alors, oui, allez-y. C'est tout. Ah pardon, je crois que Sandrine voulait dire quelque chose, non? Non. Alors, il y a Léa qui nous dit, d'après Pôle emploi, il faut encore attendre 8 jours après les 21, est-ce vrai? En fait, techniquement, non. Le problème, c'est que dans la nuit du 21 au 22e jour, votre employeur, il n'a pas le temps de recevoir tous vos dossiers, réaliser tous vos soldes de tout compte, renseigner toutes les attestations employeurs, les joindre chacune à votre dossier, les renvoyer à Pôle emploi et nous vous avoir inscrit. Donc c'est juste un truc qui fait que c'est matériellement impossible, quoi. Par contre, Léa, vous aurez suivi la cellule d'appui, vous aurez bénéficié de ses conseils, vous aurez dit que vous avez peut-être l'intention de reprendre un emploi de 1 ou 2 mois. À ce moment-là, c'est ça aussi l'avantage de la cellule, c'est que les consultants qui vont ensuite vous accompagner vont pouvoir prévenir Pôle emploi en disant vite, inscrivez ou faites le nécessaire pour que la personne puisse retrouver un emploi. D'accord? Donc c'est pas qu'il faut attendre, c'est que matériellement on le sait, on peut pas faire autrement. J'espère que je suis pas que je suis assez claire, c'est que oui, vous êtes dès le lendemain, d'ailleurs je vais vous expliquer comment ça fonctionne la location, vous êtes chez Camailleux jusqu'au 6 octobre, à peu près, ça dépend de la date à laquelle vous avez reçu votre courrier, on est bien d'accord, vous recevez votre courrier et vous commencez vous prenez le lendemain et vous comptez 21 jours, ça c'est la fin du délai de réflexion. Et le 22e jour, vous êtes indemnisé par Pôle emploi. Nous, on ne va pas avoir votre dossier le 22e jour, mais quand on l'aura, on fera démarrer l'allocation à partir du 22e jour. Donc si c'est le 6 octobre, la fin du délai de réflexion, Pôle emploi vous indemnisera dès le 7 et considérera que vous êtes en CSP dès le 7. C'est clair? D'accord. Donc, pour les cas de création d'entreprise, je réponds sur le fil. Pour les cas de création d'entreprise, méfiez-vous. Alors, prenez d'abord un rendez-vous, parce que je sais qu'à la cellule, ils ont des ateliers sur la création d'entreprise, super efficaces, et qui vont vous permettre de vous positionner. Si votre projet, il est à l'état de maturation, que vous n'êtes pas encore très sûr, vous n'avez pas encore choisi votre statut, vous n'avez pas encore fait toutes les études nécessaires, vous n'avez peut-être pas encore tous les financements, à ce moment-là, de toute façon, d'abord, il y a des ateliers créa, c'est super important, et peut-être que rentrer en CSP vaut le coup. Si par contre, ça fait des années que vous rêvez de créer votre entreprise, que vous avez déjà votre statut de micro-entrepreneur, vous n'attendez qu'une seule chose, c'est de développer votre activité, là encore, le CSP, c'est parfait. Mais si vous attendez d'être licencié pour pouvoir créer juste au moment où vous allez rentrer en CSP, là par contre, ça ne vaut pas le coup. Parce que vous serez obligé de sortir du CSP pour pouvoir vous inscrire en chômage classique pour bénéficier de l'aide que donne Pôle emploi. Attention, si vous avez plus de 6 mois d'ancienneté, plus d'1 an d'ancienneté, vous allez abandonner vos préavis. Si vous n'avez pas 1 an d'ancienneté, ça vaut peut-être le coup, parce que du coup, vous n'abandonnez pas vos mois de préavis. Vous n'avez pas 57%, on est d'accord, mais vous n'abandonnez pas votre préavis. Donc, vous passerez d'un statut à l'autre, c'est pas le problème. Mais du coup, vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend de l'état du projet. Alors, oui, merci Patrice. Voilà. Donc, ceux qui ont, et d'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes qui ont la possibilité de créer. Le statut de micro-entreprise, en plus, vous permet d'être salarié et en même temps micro-entrepreneur. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc,
profitez des ateliers création d'entreprise qui vous sont offerts pendant le temps de la cellule d'appui. Alors ça, j'en ai... Alors, si pour créer sa société, il faut des formations en rapport avec son expérience, faut-il passer par le CSP? Je vais vous laisser répondre, Patrice, peut-être. Peut-être que ça dépend de la formation, ça dépend, voilà. Ça dépend, oui, ça dépend de la formation. Si c'est de la formation un petit peu obligatoire avec les chambres de commerce, etc., ou s'il faut des compétences particulières sur votre domaine. Par exemple, on a souvent des gens qui, c'est pas du tout en lien avec ce que vous faites, mais qui veulent faire, par exemple, créer une entreprise de travaux publics. Effectivement, c'est bien de profiter, entre guillemets, du CSP pour passer des CACES qui conviennent pour que son activité soit pérenne. Voilà, par exemple. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... C'est bon? On peut passer, je pense, il n'y a plus de questions. On peut tourner... le CSP n'empêche pas le PSE. Non. Alors, le CSP, quand vous êtes privé d'emploi, vous pouvez vous inscrire à Pôle emploi. Soit vous vous inscrivez comme demandeur d'emploi chômage classique, soit vous prenez le CSP, d'accord? Vous avez, vous, en plus, un PSE, d'accord? En raison de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés privés d'emploi pour motif économique. Donc, votre entreprise est obligée de mettre en place un PSE qui comporte des mesures. Et tout ce qui est dans le PSE relève de l'employeur et vous êtes acquis, d'accord, en plus du CSP. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes en CSP, que vous reprenez un emploi très rapide, un emploi en CDD de 6 mois ou plus, et que Pôle emploi, et que vous avez la possibilité de demander la prime de reclassement, cette prime de reclassement, elle sera en plus de ce que prévoit le PSE pour vous. C'est-à-dire si votre PSE prévoit aussi une prime de reclassement pour retour à l'emploi rapide, eh bien vous cumulerez les deux. D'accord ? Voilà, donc c'est bien en plus. Il y a quelqu'un qui nous dit, il y a quelqu'un qui veut créer son entreprise, là, visiblement. Attendez, je ne vois pas tout. Je vais ouvrir mon entreprise de conseil en numérique. Alors, il va d'abord falloir, justement, monsieur ou madame Camailleux-Nogent, prenez attache, prenez tout de suite un rendez-vous avec la cellule pour parler de votre projet, des formations. Il y a une formation de coaching, il y en a qui veulent beaucoup, il y en a qui veulent, il y en a qui relèvent plutôt du charlatanisme parfois. Donc, prenez attache. Il y a des spécialistes de la créa, ils vous aideront à mettre en place votre projet professionnel, votre projet d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à le faire très rapidement. Oui, parce que tous les cas sont des cas particuliers pour la création d'entreprise. Donc voilà, c'est comme dit Béatrice, on vous engage très rapidement à prendre contact avec un spécialiste de la créa via le numéro vert qui va regarder dans le détail. Parce qu'en fait, si c'est conseillère en image, j'imagine personnelle, il y a des formations spécifiques et des titres professionnels. Donc, c'est pas forcément une formation de coaching qui ira bien, d'accord ? En plus. Donc voilà, il faut parler de votre projet très très vite, de façon à ce que vous soyez, vous, en capacité de vous déterminer. Je rappelle, l'aide à la création versée par Pôle emploi, si vous vous inscrivez en chômage classique, du coup, c'est 45% du capital qui vous est versé en 2 fois, soit tout de suite, puis 6 mois si vous êtes toujours, si votre société est toujours en existence, ou alors c'est un maintien de l'allocation pendant toute la durée de vos droits. Donc ça vaut le coup de vraiment s'investir et d'y réfléchir. Ok, c'est tout le sujet sujet de la case. Très bien. Voilà, parfait. Donc, voilà. C'est pas facile, non, justement. C'est pour ça qu'il y a une cellule d'appui. Ok, Camailleux-Nogent, voilà. Donc il faut absolument que vous. Voilà. Le but du jeu de la cellule, c'est d'être conseillé avant, pour pas te tromper. Alors, vous n'avez pas le statut de chômeur. Alors, aujourd'hui, on dit demandeur d'emploi. Alors, par rapport aux banques, c'est par rapport aux banques, et surtout si vous avez un crédit. Sachant qu'on n'a que 21 jours c'est pour vrai créer qu'il une y a entreprise. des assurances, ce qu'on appelle des assurances crédit, qui sont basées qui parlent souvent de demandeurs d'emploi. Faites-le vous précisément. En tout cas, vous êtes bien inscrit à Pôle emploi quand vous êtes en CSP. Vous aurez bien une attestation comme quoi vous êtes sur les listes de Pôle emploi, mais vous êtes adhérent
au contrat de sécurisation professionnelle avec un statut de stagiaire de la formation professionnelle. Donc aujourd'hui, techniquement, depuis le temps que le CSP existe, ça fait depuis 2011 quand même, donc ça fait bien une bonne douzaine d'années qu'on est sur le sujet, c'est vrai qu'on a tout fait pour que toutes les banques et tous les crédits et toutes les assurances parlent du CSP, parce que vous êtes inscrit sur Pôle emploi, puissent fonctionner, d'accord ? Il y a encore une quinzaine d'années, c'est vrai que les assurances jouaient sur le fait que c'était la CRP à l'époque. Hein. On n'était pas tout à fait demandeur d'emploi, donc ils ne prenaient pas en charge, ils ne prenaient pas le relais sur les crédits. Il y a un enchaînement de questions. Mais donc, du coup, renseignez-vous bien. Ça fait partie des choses à vérifier pendant ces 21 jours. Alors, je souhaite me reconvertir, j'ai déjà trouvé mon école, il m'a été demandé si c'était Pôle emploi ou mon emploi. Alors, du coup, monsieur ou madame Morales, prenez contact avec la cellule, parce qu'en fait, il y a des formations qui, si vous avez trouvé votre école, peut-être que vous avez un statut particulier, donc ça vaut le coup de savoir ce qui va en être de votre statut une fois que vous aurez... vous serez rentré dans l'école. Est-ce que c'est un contrat de pro ? Est-ce que c'est... Voilà, c'est pas suffisant ce que vous nous donnez comme information. Et demandez un rendez-vous via le numéro vert. N'est-ce pas, Patrice ? C'est plus facile. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est plus facile, mais là, donc sur la réponse, c'est qui le financeur ? Donc, encore une fois, tous les projets formation, oui, parlez-en bien à un conseiller, parce qu'en plus... nous, on a l'habitude, il y a certaines écoles qui, au niveau du financement, sont exagèrent un peu, donc on a les moyens de les faire plier si jamais il y a un problème. On sait également si c'est des écoles qui sont pertinentes, parce qu'il y a beaucoup de profiteurs aussi dans ce monde-là, et donc votre conseiller connaît bien tout ce monde-là. Et on pourra donc valider avec vous que oui, c'est bien une école correcte, qui fait un bon diplôme et qui n'abuse pas sur les financements. Donc voilà. Et surtout, pardon, Patrick, je voulais dire, ne commencez pas la formation avant d'avoir vu quelqu'un de la cellule. Parce que si vous commencez votre formation et vous êtes toujours sous la houlette de votre employeur, il n'est pas obligé de la financer, puisque de toute façon, vous n'allez plus faire partie des effectifs. Et si le projet est décidé en dehors des clous, Pôle emploi n'assumera pas le coût de la formation. Donc là, c'est typiquement le cas où il faut absolument prendre rendez-vous via le numéro vert. Les formations sont limitées France ou Europe, internationale. Globalement, Pôle emploi paye des formations sur des organismes de formation qui sont labellisés, qui font partie et qui ont un code spécifique dont je viens d'oublier le nom. Et qui le code CPF. Merci beaucoup. Oui, il y avait le code CPF, mais il y avait aussi Enfin, c'est pas grave. Datadoc. Le Datadoc. Merci beaucoup, vous deux. Merci. Oui, en fait, vous pouvez répondre à ma place alors. Je bafouille un peu. Non, excusez-moi, je voulais pas vous couper, je vous ai perturbé, Béatrice. C'est bon. Non, c'est vrai que, voilà, ce que vous devez vous souvenir, c'est qu'effectivement, alors c'est vrai qu'on choisit jamais le moment pour être licencié, c'est clair, donc ne prenez pas mal mes propos, mais c'est vrai que là, on a beaucoup de formations qui démarrent parce qu'on est au mois de septembre, c'est vrai. Des centres de formation ont redémarré et ont réouvert des places. Et c'est vrai que parfois, ils peuvent se montrer d'ailleurs assez pressants pour vous dire si, inscrivez-vous et ainsi de suite, alors qu'en fait, le bouclage du dossier financier n'est pas fait. Donc effectivement, ce que vous devez vous souvenir, c'est que quand vous êtes salarié et que vous partez en formation pendant vos heures de travail, a priori, c'est que votre employeur est au courant, qu'il est d'accord et c'est lui qui paye. Quand vous êtes donc pas chez votre employeur ou plus chez votre employeur, et en l'occurrence que vous avez été licencié pour motif économique quand vous avez pris le CSP, c'est effectivement avec votre structure qui vous accompagne et surtout avec Pôle emploi qu'il faut bien être d'accord que vous partiez en formation. Donc ça nécessite que votre projet soit validé et que votre dossier soit correctement monté pour que Pôle emploi continue de vous indemniser et qu'en même temps votre formation, votre centre de formation soit payé. Et donc il est payé soit par les fonds qui seraient mis au niveau du PSE,
Donc à aujourd'hui, je ne crois pas, si je dis pas de bêtises, avoir reçu le détail des aides au PSE. Donc je ne sais pas s'il y a des fonds qui ont été mis sur le domaine de la formation, mais s'il n'y a pas de fonds qui ont été mis sur la formation, de toute façon, dans le cadre du CSP, on peut monter des dossiers avec l'accord de Pôle emploi, bien évidemment, et la formation est financée donc par Pôle emploi. Mais effectivement, comme le disait Madame Pestonite, la collectivité ne va pas financer tout, n'importe quoi. Enfin voilà, donc il faut que ça soit vraiment organisé sérieusement. Donc effectivement, on valide bien votre projet, on vous aide à sélectionner la bonne formation dans le bon organisme. Comme le disait Patrice, comme dans tous les domaines, il y a toujours certains centres qui abusent un petit peu, soit sur finalement le montant qui est facturé. Voilà, donc typiquement, on vous le dit, en général, c'est pas parce que c'est plus cher que c'est mieux, hein, c'est pas vrai. Donc c'est pas une règle absolue. Et puis voilà, faut bien vérifier le contenu et le sérieux de la formation, parce qu'après c'est votre projet professionnel qui va en prendre un coup si on prend pas la bonne structure. Mais effectivement, c'est bien, donc dans le cadre du CSP par exemple, que le projet de formation sera financé. Donc effectivement, si vous êtes sur le point si vous avez déjà travaillé sur votre projet et que vous avez déjà quasiment identifié un centre, on va pas vous bloquer, hein, c'est pas mon propos non plus, mais en revanche, il faut qu'on fasse des choses dans l'ordre. Donc surtout, prenez bien un contact auprès du numéro vert, et un consultant vous aidera à faire le point là-dessus et voir effectivement quel est le degré d'urgence aussi à monter tous les dossiers. En tout état de cause, tant que vous n'êtes pas arrivé au CSP ou chez Pôle emploi, ne prenez pas d'engagement qui pourrait vous mettre en difficulté, puisque, on vous le rappelle, tant que vous n'êtes pas ni au CSP, ni que vous n'avez pas fini votre préavis, vous restez salarié de votre entreprise. Hein. Voilà. J'ai rebalayé un petit peu, excusez-moi, j'étais un peu longue, Béatrice. Non, c'est bien, non, c'est mieux. Et surtout, alors, techniquement, il n'y a pas de raison si vous pensez aller à l'international, il faudrait vraiment que c'est une plus-value, d'accord? C'est-à-dire soit une formation qu'on ne pourrait pas rencontrer en France. Or, on a plus de 80 000 organismes de formation, je crois, Patrice, je ne suis pas sous votre contrôle, mais je crois que c'était même plus. Et je ne sais pas, on a à peu près 150 000 titres. Donc, il n'y a aucune raison d'aller à l'étranger chercher une compétence qui ne serait pas disponible en France. Et par contre, si c'est pour des études de langue, on est de plus en plus en difficulté, puisque les formations qui sont éligibles à la prise en charge financière par Pôle emploi doivent avoir un compte éligible CPF. Donc, aujourd'hui, vu les conditions Covid, avec des choses qui pourraient nous embarquer dans des situations ou de rapatriement ou autres, c'est vrai que Pôle emploi préfère financer des formations sur notre territoire. Là, au moins, on peut gérer les coûts. Hein. Donc, il n'y a pas de raison d'aller demander des formations à l'international. Et si c'est pour, par exemple, apprendre l'anglais, on a des centres de formation qui sont extrêmement bien outillés et qui permettent, bien évidemment, en France, on parle français, mais globalement, vous pouvez vous créer un environnement où vous avez de l'anglais en permanence dans vos oreilles, hein, en regardant les films en VO, en mettant votre radio, si vous en avez une, sur des fréquences anglaises, et vous n'avez plus besoin de voyager. Surtout avec la crise sanitaire, où on a des pays qui risquent de fermer les frontières sans que vous ayez eu le temps de réagir. Hein. Voilà. Ça, c'est pour les formations à l'étranger. Donc, on va revenir très vite parce que je vois que le temps s'égrène rapidement, les minutes s'égrènent rapidement. Donc, vous avez donc en CSP le droit à un bilan professionnel, des mesures d'orientation, formation, validation des acquis de l'expérience pour confirmer et transformer une expérience en titre pro, des mesures d'évaluation de compétences, ce dont vous parlez tout à l'heure, Patrice, des périodes d'immersion en entreprise qui sont excessivement importantes en cas de reconversion. Hein. L'exemple de la personne qui voulait être ambulancière mais qui tombe dans les pommes parce qu'elle avait du sang, c'est toujours important de voir dans quelles conditions sont réalisés les métiers de vos rêves, hein, parfois. Ensuite, des mesures d'accompagnement, bien évidemment, concernant la préparation au retour à l'emploi et notamment la gestion de votre réputation digitale. Attention, aujourd'hui, bon nombre de RH vont aller vérifier sur les réseaux sociaux quel type de traces ou d'empreintes vous laissez sur le digital, de façon à vous connaître, parfois à l'insu de votre plein gré, si je peux me permettre cette expression qui est erronée.
Donc vous êtes suivi par un référent pendant toute la durée du CSP, un consultant qui est personnalisé et qui vous suit et qui évalue avec vous toutes les actions à mettre en œuvre pendant toute la durée de votre projet, d'accord ? Et qui surtout s'assure que ce qu'on met en œuvre, ce que vous mettez en œuvre, vise bien à atteindre votre projet professionnel. Ça, c'était l'accompagnement. On va vite parler de l'indemnisation. Pour le moment, ça va, tout va bien. Donc, pour ceux qui ont un écran, en ce moment, vous êtes en période de réflexion. Vous avez tous reçu votre courrier et cette période de réflexion dure 21 jours. Elle a commencé le lendemain de la réception de votre courrier et elle s'arrêtera au 21e jour à minuit. Tout ce qui correspond à ces 21 jours, c'est l'employeur qui va vous les payer, ok ? Si vous optez pour le CSP, dès le lendemain, vous êtes CSP, contrat de sécurisation professionnelle, avec l'allocation qui s'appelle ASP. Il n'y a pas de délai d'attente, les fameux 7 jours, il n'y a pas de différé pour préavis, pour CP, pour congé payé ou pour indemnité légale de licenciement, ok ? Donc, vous êtes en emploi, Camailleux, jusqu'au 21e jour, minuit, et dès le lendemain, on prend le relais. Comment on calcule ? C'est 75% du salaire journalier de référence, d'accord ? Je vous ai dit. Comment on fait ? On va aller chercher un salaire journalier de référence. Pourquoi on cherche un salaire journalier ? Parce que nous, on paye en jours. En mars, vous verrez, on paye en jours calendaires. Vous aurez plus de sous qu'en février. Comment on fait pour calculer le salaire journalier de référence ? Aujourd'hui, avec Camailleux, vous êtes payé mois par mois. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que pour calculer, on va récupérer les 12 derniers mois et on va diviser par 365 à peu près. C'est comme ça que ça marche, d'accord ? Donc on va récupérer vos fiches de paye, plus votre 13e mois, plus vos primes qui sont chargées, sur lesquelles vous payez des cotisations et l'employeur aussi, d'accord ? On va tout additionner et on va diviser par le nombre de jours travaillés. Votre salaire, il correspond à des jours travaillés, d'accord ? Soit, certes, on vous le verse mois par mois, mais il correspond à un nombre de jours travaillés, voire un nombre d'heures. Donc, on va faire le calcul. On va diviser donc ces 12 derniers mois, plus les primes, plus les 13e mois, voire les 14e. Il y a des entreprises qui ont jusqu'à 14 mois, qui payent sur 14 mois. On divise par le nombre de jours travaillés, qu'on multiplie par 1,4. Ça vous donne 365. Ça, c'est bon. Ça va nous donner le salaire journalier de référence. Là-dessus, on va apposer un coefficient de 75%. Ça va nous donner l'allocation journalière. D'accord ? C'est ce qu'on va vous donner dans le courrier quand vous allez arriver à Pôle emploi. Vous allez recevoir un courrier qui va vous dire ça. Et sur cette allocation, Pôle emploi prélèvera 3% au titre de la cotisation pour les retraites complémentaires. C'est clair tout ça ? Il y a le prélèvement à la source. Donc, si vous anticipez une baisse de salaire ou de rémunération ou de revenus, sur le foyer, vous devez en avertir le centre des impôts. Pôle emploi ne pourra rien y faire, c'est un flux direct. J'ai une question sur le fil qui me dit que oui, il y a eu les mois Covid avec une activité partielle. Pôle emploi va écarter du calcul les mois de confinement pendant lesquels vous avez perçu une activité partielle et qui a donc entraîné une baisse de revenus. Donc on ne divisera pas par 12, on ne regardera pas les 12, on regardera les mois pleins. Ok, Laura ? Parfait. Donc n'oubliez pas, on a un plafond de 7 699 € d'allocation, que ce soit en chômage classique ou en CSP. En tout cas, ne vous inquiétez pas, Pôle emploi, de toute façon, applique toujours la même règle. On écarte les mois où vous avez été malade ou en activité partielle parce que, évidemment, ça entraîne une baisse de salaire. Et cette baisse de salaire, elle n'est pas retenue. Elle n'est pas retenue pour le calcul. On peut tourner. S'il n'y a pas de questions, je ne pense pas qu'il y ait des questions. Non, je n'ai pas vu. Est-ce qu'il y a des questions sur le congé ? Ah, pardon, congé. Je n'ai pas vu les congés. Les derniers mois. Oui, congé parental. Ah, d'accord. Alors, ça dépend si... Alors, si c'est un congé parental à 80%, j'imagine que ça doit être ça, vous nous dites. Si c'est 80%, eh bien, Pôle emploi vous versera l'allocation sur les heures travaillées. D'accord ? Le chômage, c'est une assurance sur le travail.
Donc, vous avez un congé parental 100% sur un mois et demi. Eh bien, alors, si vous êtes toujours en congé parental 100%, vous pouvez adhérer au CSP, mais vous n'aurez aucune allocation si vous êtes toujours en congé parental 100% au moment de l'adhésion. Par contre, on remontera sur la période où vous serez en congé parental 80%. Voilà. Ah, vous n'y êtes plus depuis janvier. Bon, ben c'est parfait alors. Du coup, ils écarteront probablement de la... oui, vous pouvez appeler pour avoir un numéro, pour avoir un rendez-vous. Ok, mais je pense que vous pouvez aussi poser votre question. Le calcul est simple. Si vous êtes en congé parental 100%, sur un mois et demi, ce mois et demi sera écarté du calcul. Alors, on fait un petit récap rapide. Vous vous souvenez, je vous ai dit en début, il y a en CSP, il y a les 75% et les 57%. Excusez-moi, mais c'est comme ça qu'on parle. Alors, les 75% et les 57%, de toute façon, vous n'effectuez pas votre préavis. On est d'accord? Pas de préavis. Attendez, parce que j'ai perdu le fil, là, du coup. Vous percevez bien tous votre indemnité de licenciement. Vous percevez bien tous votre indemnité de CP. Il n'y a pas de différé, il n'y a pas de tout ça là-dessus. Vous ne effectuez pas votre préavis. Mais, ceux qui ont plus d'un an d'ancienneté, vous abandonnez votre préavis dans la limite de 3 mois. Les moins d'un an d'ancienneté, vous conservez votre indemnité de préavis. Et pour l'allocation, pour les plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture, c'est 75%. Et les moins d'un an d'ancienneté, c'est 57%. C'est OK? Alors on tourne. Et maintenant, je vais vous parler surtout de ce qui vous est important pour vous. Ce sont les 2 leviers financiers pour reprise d'emploi. Je vous l'ai dit en préambule, pendant le CSP, vous pouvez reprendre une activité salariée. Okay, on va et on vient dans le CSP au fur et à mesure que le temps avance. Je vous ai dit aussi que vous consultez votre référent à chaque fois que vous reprenez un emploi, parce qu'il y a des périodes incompatibles avec le CSP. Ces périodes sont des périodes de reprise d'emploi de moins de 3 jours ou de plus de 186 jours cumulés. Ces 2 contraintes vous font sortir du CSP. Ne reprenez pas un contrat court de moins de 3 jours. Et c'est dommage parce qu'on a déjà prévenu les partenaires sociaux que c'est souvent comme ça qu'on rentre par une période d'intérim, peut-être une vacation d'un jour, surtout dans certains secteurs, qui vous permet ensuite de mettre un pied en CDI dans l'entreprise. Sauf que pour le moment, c'est resté comme ça. Donc moins de 3 jours plus 186 jours, incompatible avec le CSP. Okay, pour les périodes de plus de 6 mois, tout de suite, eh bien c'est bingo. Non seulement vous sortez du CSP, mais là vous pouvez empocher la prime. D'accord? Donc il y a 2 leviers, on va tourner la page Sandrine s'il vous plaît, donc il y a 2 leviers financiers qui sont importants avec le CSP, ça n'existe qu'avec le CSP, c'est l'indemnité différentielle de reclassement, d'accord, ou la prime de reclassement. J'ai dit ou, vous ne pouvez pas demander pour le même emploi l'indemnité différentielle de reclassement et la prime. Il y a donc l'indemnité différentielle de reclassement, son nom l'indique, c'est bien qu'il y ait une différence entre l'ancien et le nouveau salaire, d'accord, donc il faut bien que... Alors, on regarde pour un temps équivalent de travail, bien évidemment. Il faut qu'il y ait une baisse de salaire avec le nouvel emploi. Ça concerne tout le monde, les 75 et les 57%. Et c'est pour toute reprise d'emploi. Petite, courte, longue, pas de problème. Vous pouvez le demander, l'indemnité différentielle de reclassement. La seule condition, c'est la baisse de salaire pour un temps équivalent de travail. Vous pouvez la demander à n'importe quel moment du CSP. Et c'est pour un montant maximum de la moitié des droits restants au moment où vous nous le demandez. Je vais vous donner un exemple. On la verse mensuellement et en fait, cette indemnité, elle est incompatible. Vous ne pouvez pas la percevoir en même temps que si vous avez demandé l'ARS, si vous vous souvenez, ou l'ARE. Donc, il faut en référer et la demander à Pôle emploi et on vous préviendra au moment voulu. Donc, je vais prendre un exemple. Vous aviez 2 000 € chez Camailleux, votre allocation, c'est de 75%, c'est de 1 500 € par mois, d'accord? Au début du 7e mois, vous retrouvez un CDI, mais ce CDI, il est de 1 500 € par mois. Vous avez donc bien une baisse de salaire de 500 €. Comment on fait? On regarde 2000 moins 1500, ça fait 500 €, d'accord?
Au moment où vous nous la demandez, c'est au début du 7e mois. 7e, il reste 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e. Il reste 6 mois de salaire. 6 mois de salaire à hauteur de 1 500 € par mois, ça fait 9 000 €. Au moment où vous nous le demandez, il vous reste donc 9 000 € de capital. Comment on fait? Je vous ai dit que c'était la moitié des droits restants, donc c'est 9 000 divisé par 2, ça fait 4 500 €. On divise 4 500 € par la baisse de salaire qui est de 500. Pendant 9 mois, Pôle emploi vous versera 500 € qui vise à compenser la perte de salaire. D'accord? Ça, c'est l'indemnité différentielle de reclassement. La prime, c'est tout autre chose. Ce n'est que pour les personnes qui aujourd'hui bénéficient d'une allocation à 75%. Vous vous souvenez, je vous ai dit, quand vous êtes à plus d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise, vous abandonnez votre préavis, eh bien la prime de reclassement, elle sert souvent à compenser cette perte. Il faut faire les calculs, bien évidemment, mais la prime de reclassement, elle est versée que pour ceux qui sont à 75%. Elle est versée dans le cas seulement où vous avez une reprise d'emploi de 6 mois ou plus, d'accord? Et quel que soit le salaire. C'est-à-dire que si vous reprenez très vite un emploi en CDI ou en CDD de plus de 6 mois, eh bien, mieux payé que chez Camaïeux, c'est bingo. Vous avez le CDI, un meilleur salaire et la prime, d'accord? Bien évidemment, elle est versée comme pour l'indemnité différentielle de reclassement en fonction de la moitié des droits restants. Je vous ai expliqué comment, et on la verse en 2 fois. Donc, la première partie au moment où vous signez le contrat, et la deuxième partie, 3 mois, si vous êtes toujours dans l'emploi. D'accord? Vous allez me dire, ma période d'essai n'est pas concluante. Vous pouvez revenir en CSP. Pôle emploi considère à ce moment-là que c'est une petite période de reprise d'emploi. Vous ne remboursez pas la prime, vous la conservez, on la déduit, Pôle emploi va la déduire de ce qui vous reste à devoir. Ok? Donc on reprend le même exemple, 2 000 €. Au début du 7e mois, vous reprenez un CDI, d'accord? Peu importe le montant du CDI, on s'en fiche. Vous allez nous demander la prime. Cette prime, elle est basée sur le capital, on le sait, 9 000 €. Donc 9 000 € divisé par 2, c'est 4 500 €. Ça, c'est le montant de votre prime qui vous sera versé en 2 fois. 2 250 € au moment de la signature du contrat et 2 250 € 3 mois après si vous êtes toujours en emploi. Ok? C'est parfait. Ça, on a vu l'indemnité différentielle de reclassement et la prime de reclassement. Ne vous inquiétez pas, tout le monde sait comment ça fonctionne, d'accord? Y compris les consultants et la HAFPA. Donc, ne vous inquiétez pas, ils savent comment ça fonctionne. Au moment, comme je vous l'ai dit, vous reprenez un emploi, vous en référez à votre consultant et lui vous aidera à demander la prime. Au bout de 12 mois, vous allez me dire, je suis sans solution. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas automatique. Vous vous inscrivez comme demandeur d'emploi sur pôle emploi.fr. Vous allez recevoir un courrier qui vous dit vous inscrivez entre telle date et telle date. Ne le faites pas avant. Et s'il vous reste des droits, Pôle emploi vous versera l'allocation de retour à l'emploi qui est versée pour les chômeurs classiques, demandeurs d'emploi classiques. Ok? Donc, récapitulons. Si vous avez jusqu'à 52 ans et si vous avez suffisamment d'affiliation, si vous avez cotisé suffisamment, vous avez droit à 24 mois de chômage. Moins 12 mois de CSP, il vous reste 12 mois de chômage. Si vous avez entre 53 ans et 54 ans, vous avez droit à 30 mois de chômage, moins 12 mois de CSP, il vous en reste 18. Et si vous avez plus de 55 ans, vous avez droit à 36 mois de chômage. Si vous avez utilisé 12 mois de CSP, il vous en reste 24. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le CSP. Est-ce qu'il y a des questions très rapides? Parce que je crois qu'on a l'autre réunion qui commence très prochainement. Sandrine, je parle sous votre contrôle. Dans 1 minute, et effectivement, il y a de nombreuses personnes qui sont connectées sur la session. Je les ai laissées pour l'instant en salle d'attente. D'accord. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, donc une petite question sur le chat, ou alors effectivement ne pas hésiter à demander au numéro vert que quelqu'un vous rappelle, il n'y a pas de souci. Et pour les questions techniques, vraiment, alors je pense au cas de congés parentaux, ce genre de choses, travail à temps partiel, ce type d'éléments qui peut peut-être stresser un peu, vous pouvez effectivement nous écrire aussi. Donc c'est typiquement les cas sur lesquels vous pouvez nous écrire sur la boîte mail dont je rappelle l'adresse cellule.camailleux@lhh.com. Donc on fera le maximum pour vous répondre et